Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce MPCM Jonas Follonier. Vous allez le découvrir tout au long de cet entretien qui, je le sais déjà, pourrait durer plusieurs heures, mais on va essayer de limiter à certains éléments. Alors, d'abord, avant de le présenter, avec son regard libre, il va nous proposer 3 livres. Je lui ai fait l'interdiction de noter celui dont on va parler en cours de route, que nous allons peut-être découvrir ensemble. Alors, quels sont ces 3 livres que tu conseilles à nos lecteurs, aux lecteurs de l'Index? Alors, j'ai pas du tout préparé, donc 3 livres récents. Ah, vraiment, à ta liberté. Ou de manière générale. Liberté, bon. Ceux qui t'ont marqué oui. ou qui pourraient marquer autrui. Ouais. Non, je pense que lire les grands auteurs qui ont théorisé nos sociétés ouvertes, avec du pluralisme, qui est la valeur que je porte le plus, je pense, c'est toujours enrichissant. Donc, La société ouverte et ses ennemis de Karl Popper, pour moi, ça a été... Alors, le titre? La société ouverte et ses ennemis. Il y a 2 tomes. On le trouve en format poche, c'est vite lu, et puis c'est à lui qu'on doit notamment la théorie selon laquelle en science, un énoncé scientifique s'il est réfutable, et puis en politique ça donne l'importance du débat pour une démocratie. Et donc un débat ouvert avec des opinions qui se réfutent. Bon, ça c'est en tout cas une valeur à laquelle on va parler tout à l'heure, naturellement, que nous partageons ensemble. Ça, c'est absolument clair, entre l'Index et le regard libre dont nous allons parler. Le deuxième livre... Deuxième, je vais prendre un roman, je ne vais pas être très original. Madame Bovary m'a beaucoup marqué déjà au collège, quand j'ai dû l'étudier. Et puis, c'est un livre que je ne l'ai pas lu plusieurs fois, mais je m'y replonge souvent, certains passages. Et ensuite, j'ai découvert toute la correspondance de Flaubert. Et c'est un esprit, mais d'une finesse, d'une ironie. L'ironie, c'est aussi une trame que j'adore dans la littérature fictionnelle. Et puis qu'on retrouve chez certains auteurs plus contemporains. Vous avez reçu Laure Milne-Crozet, par exemple, c'est une auteure que j'adore. Alors là, on me coupe l'herbe sous le pied, parce que j'ai préparé un petit quelque chose. Voilà, donc là on peut recommander tous ces livres, mais le dernier Made in Korea, mais aussi Popcorn Girl, celui d'avant, qui m'avait beaucoup plu avec cette causticité, justement. Et le troisième? Alors, c'était le troisième, mais... Ah, le troisième non, mais il y en a plein. Non, ça fait 3 ou 4. Qu'est-ce que je pourrais citer? Un livre plus original, je sais pas, l'autobiographie de Michel Polnareff, par exemple. Moi, je suis un lecteur assez éclectique, et j'adore les esprits paradoxaux, parce que finalement, c'est notre sort à tous. On essaie tous de se démêler dans des fils de paradoxes. Et les gens qui en sont conscients, qui n'ont pas cet esprit de sérieux, mais qui ont plutôt juste de l'esprit, je les adore. D'accord. Donc, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui parce qu'en quelque sorte, c'est un peu une étape charnière parce que tu as fondé avec d'autres un mensuel, on va dire plus ou moins. C'est le 100e numéro, on va en parler tout à l'heure, qui va sortir. C'est à peu près 10 numéros par année, donc ça fait à peu près 10 ans que vous allez fêter ça en janvier avec le numéro dont on va parler tout à l'heure, qui est le numéro 100. Mais avant de parler de ça, j'aimerais d'abord savoir dans quelles circonstances a été fondé le regard libre. Il y a certains qui ne le connaissent pas, moi je le connais depuis très peu de temps, et il a pratiquement la durée de vie de l'Index. Nous aurions dû nous croiser avant, je pense, mais ça s'est fait à une foire du livre récemment. Donc qu'est-ce qui t'a poussé avec d'autres à créer le regard libre? C'était un besoin d'expression intellectuelle. C'était la fin du collège, donc entre la 4e et la 5e année de collège à Sion, c'était au Creuset. J'avais des potes dans ma classe avec qui je débattais de culture, des vifs débats vraiment en cours de philo ou en cours de littérature ou en cours d'allemand. Et puis on avait aussi ensuite des débats à la sortie de l'école en allant boire un verre sur la politique valaisanne, sur les mouvements de société, sur un tas de choses. Et finalement, il y avait un journal estudiantin du collège, comme il y en a souvent, mais qui relate la vie du collège une fois par année. Ça ne nous intéressait pas trop. Disons qu'on voulait faire quelque chose de complémentaire. On s'est dit, fondons un magazine mensuel, c'était l'idée vraiment depuis le début, et puis essayons de faire comme les vrais magazines. C'est-à-dire depuis le début, cette envie d'être pro dans le format journalistique. Et donc on s'est beaucoup inspiré des publications françaises, hebdomadaires ou mensuelles,
aussi qui sont des revues culturelles ou des revues plus d'actualité, de débat. Et depuis le début, donc, on a eu débat et culture. Donc, le débat d'idées et la culture étaient nos intérêts communs, même si on avait des avis plutôt divergents. Moi, j'ai ma ligne, je pense que les lecteurs la connaissent, mais j'ai toujours eu à cœur d'avoir des sensibilités diverses autour de moi aussi. Alors là, je vais faire un tout petit peu de chipotage, on va dire. Ouais. Donc, le titre de la revue, c'est Le Regard Libre. Alors, Ouais. on va examiner ces trois mots ensemble. D'abord, pourquoi le et pourquoi pas un? C'est très... ou pourquoi pas des? Parce que c'est une très bonne question, parce qu'on est en train de se la poser, figurez-vous. Enfin, on se tutoie, figure-toi, parce que justement, pour les 10 ans, on prépare une maquette, on va pas beaucoup la changer, on va rester dans le même esprit, mais vraiment avec un professionnel qui sera encore beaucoup plus à notre goût et qui va rivaliser, j'espère, avec tous les grands magazines. Et on s'est dit, est-ce que ce serait pas le moment de changer ce titre? Parce que souvent, les gens se trompent. Alors, une fois, j'étais invité à la radio romande, c'était La Pensée Libre. Une fois, souvent, les gens disent Regard Libre, peut-être au pluriel, il faut singulier. Donc, peut-être que le Regard Libre s'accroche un peu. Bon, pourtant, on dit le Nouvelliste, on va pas dire Nouvelliste, je veux dire, voilà. Mais non, pourquoi? Alors, je réponds. Quand j'ai préparé cette première question, je me suis dit, mais je me la pose à moi-même, parce que l'index, même avec l'apostrophe, c'est aussi un article déterminé. Exactement, donc le regard libre, parce qu'on a tous un regard, on n'a pas deux, enfin, on porte un regard sur le monde. Ce regard doit être libre, c'est-à-dire pas soumis au... C'est pour le le, c'est vraiment... on est bien d'accord qu'en dépit du le, il y a derrière un pluriel qui est manifeste, et ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà, j'espère. Ouais. Le deuxième, c'est une revue. Voilà. Le deuxième, c'est regard. Ouais. Quelle est l'importance du regard et quel est le contenu du regard? Ouais. Alors, basiquement d'abord, puis après peut-être un peu plus profondément, basiquement, je m'étais dit, le Blick, c'est un titre que je trouve bien vu en Suisse allemande. Il y a à la fois ce côté regard et clin d'œil, enfin, c'est vraiment une attention à l'époque, à ce qui se passe, et on veut justement la regarder en face, cette époque. Et je me suis dit, bon, traduisons ça. Parce qu'au début, je pensais plutôt à La Pensée Libre, mais il y a beaucoup de choses qui s'appellent comme ça, et je voulais distinguer. Alors, c'est comme ça que j'ai trouvé le regard, que ça m'a mis sur la piste du regard. Maintenant, si on réfléchit un peu plus, on trouve chez des philosophes, et déjà un peu chez Aristote, le fait que parmi les 5 sens, la vue, c'est le regard, le sens le plus intellectuel. Parce qu'on peut voir loin. On n'entend pas à 300 km ce qui se passe, mais on peut voir vraiment loin. Et donc la vue, ça permet d'essayer toujours d'aller au-delà des horizons qu'on croit finis. Et donc on essaie d'aller plus loin. Moi j'avais bien compris le mot comme ça en parcourant la revue, etc. Et puis alors il y a un mot plus facile à expliquer, c'est libre. Mais alors pour te mettre un peu en difficulté, j'ai toujours sur la liberté cette définition de Spinoza qui disait la liberté c'est l'adhésion à la nécessité. Oui, c'est intéressant. Est-ce que tu es plutôt... Non, parce que la liberté, pour un libéral, on voit très bien dans quelle direction ça va. Est-ce qu'il y a plusieurs facettes à cet adjectif? Évidemment, et donc un libéral doit accepter qu'il y ait plusieurs définitions, autrement il n'est pas libéral. Non, ce que dit Spinoza, c'est vraiment intéressant parce que c'est tout le débat qui est en philosophie. Il y a la liberté, le libre arbitre. On est censé être libre de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Puis en même temps, il y a une nécessité, effectivement, même physique. Tout événement a une cause. Tout est explicable par des causes. Donc, celui qui lit l'éthique de Spinoza, il est complètement convaincu par cette dernière phrase que tu viens de donner. Exactement. Donc, comment rendre compatible la nécessité et la liberté, c'est très difficile. Certains l'ont fait. Hume l'a fait aussi, David Hume, philosophe écossais. La sensibilité. Voilà, exactement. Et puis, dans le fond, oui, alors, si je le dis ça, c'est parce que j'y ai pensé avant, tout a une cause, mais finalement, on a quand même ce libre arbitre qui fait que j'aurais pu dire autre chose. Alors, le regard libre, c'est donc 100 numéros. On parlait tout à l'heure du 100e. La première page, je ne l'ai pas ici parce qu'il n'est pas encore sorti. J'ai fait une version vraiment très édulcorée, mais on voit qu'en première page du prochain numéro qui sera en librairie, enfin pas, où on peut l'obtenir déjà? Librairie Payot, mais le meilleur c'est sur abonnement ou commande sur notre site, commande à la pièce. Alors là, il y a toutes les unes qui viennent en gros de ces 100 numéros, mais trois unes qui te viennent maintenant à l'esprit. Je sais que c'est très difficile. Au contraire. Au contraire. Il y en a une en tout cas. Laquelle? Par exemple, c'est décembre 2019, ça doit être le 57. On a eu Christophe, le chanteur, qui venait à Morges au théâtre de Beausobre, et la photo est juste incroyable.
Indra Kritin, c'est une jeune photographe valaisanne que j'ai rencontrée justement juste avant, peut-être en 2018, et qui est notre photographe attitré depuis, bénévole comme toute l'équipe. Alors là, je recommande d'aller parcourir les numéros, et c'est vrai que c'est un peu comme le New Yorker, dans un autre sens. Ouais. La première page, c'est un peu la marque de fabrique du numéro, hein. Ouais. Grâce à un photographe superbe. On essaye. Donc Christophe est le deuxième. Voilà, pour la photo et puis pour le moment privilégié que j'ai eu avec lui. Et puis il est décédé pas longtemps après du Covid, donc c'était sa dernière interview. Une deuxième, allez, bon, la rencontre quand même qu'on a décroché avec Sylvain Tesson, son regard c'est récent, ça c'est assez récent. En janvier. J'ai lu ce numéro, je recommande aussi à tout le monde. Merci. Ouais. Donc janvier 2020, ouais, janvier quoi. Qu'est-ce que je vais choisir comme troisième? Je ne veux pas faire trop de jaloux, mais j'ai cité une culturelle, il y a une aussi plus de débat politique. On a consacré un dossier à l'ironie. Et la première page, c'était quoi? C'était un dessin de Chapat qui nous a mis à disposition vraiment de manière très aimable, qui est magnifique. Sans la liberté, on est tous morts, et ça fait référence à Charlie Hebdo, et on voit un crayon cassé, et puis finalement une fleur de deuil par terre. Tout ce qui nous intéressait dans ce dossier, finalement, on a été vraiment à la fois sur le terrain des nouveaux moralistes qui nous disent qu'on n'a même plus le droit d'être ironique ou d'avoir du second degré, ou la distinction entre le personnage et l'écrivain, enfin tout ce genre de choses. Puis après, il y a la question quand même, quand est-ce que l'ironie devient du sarcasme et quand est-ce que ça devient méchant? Enfin, c'est super intéressant, mais je pense que c'est vraiment un des phénomènes qu'on est en train de vivre, c'est que l'ironie est en danger. Pour moi, ça veut dire vraiment beaucoup. Donc, j'étais assez content de ce dossier et puis on avait été assez cru dans le texte de Une aussi. Donc là, c'est un point qu'on partage avec l'index, on va dire que la causticité, l'ironie et le fait de mettre les travers de la société comme on fait La Fontaine, Molière ou bien Juvénal plus avant, etc., etc. En tout cas, moi, je m'inscris totalement dans cette lignée. Et ceux qui luttent contre ça, je pense... comment les juger finalement, ceux pour qui c'est insupportable d'avoir justement à vivre dans une société dans laquelle il y a des libéraux de la pensée comme nous deux dans des créneaux différents, disons. C'est des censeurs. Parfois, ça dénote une peur de sa propre pensée. Parce que si sa propre pensée est challengée, parfois c'est difficile à l'admettre. Et peut-être qu'ils ne se sentent pas assez forts pour se défendre intellectuellement. Ma foi, c'est difficile pour tout le monde. Donc, pour le prochain numéro, le numéro 100, je pense que la question que je vais poser, elle ne s'est pas posée, mais pour tous les numéros précédents, les 99 autres numéros, comment on manage le contenu? On se dit, est-ce qu'il y a des séances de rédaction? Il y a toi qui donne le leadership. Comment ça se passe? Ça a beaucoup changé parce que déjà l'équipe s'est bien agrandie. Au début, on était 4 amis. Et maintenant, on est presque une trentaine si on compte photographes, graphistes et tout. Mais depuis le début, on fait des séances de rédaction, toujours dans des lieux différents, parce que depuis 2015, depuis qu'on est à l'université, j'y suis plus depuis un moment maintenant, depuis quand même bientôt 3 ans, depuis 2015, 2020, on était à l'Uni, puis on faisait chaque fois une séance dans un lieu différent, chaque mois. Maintenant, depuis un peu plus d'1 an, on a une manière de travailler beaucoup plus efficace et plus intéressante, c'est qu'on se réunit chaque 3 mois, mais on fait vraiment une grande séance. On prend toute la matinée, on va le faire samedi par exemple. On prend toute la matinée, on va le faire à Lausanne cette fois-ci, pour déterminer les thèmes des 3 prochains dossiers, parce que chaque édition compte maintenant un dossier thématique. Donc on prend un thème, la démocratie, l'ironie justement, je sais pas moi, le mensonge, l'immigration, on a pris voilà, il y aura plein de thèmes différents, l'Europe, et on essaie d'avoir des entrées avec les sensibilités de chacun, et puis aussi les disciplines de chacun, des entrées différentes, une entrée philo, une entrée littérature, une entrée politique, une entrée historique. Et donc là, j'attends que les gens arrivent préparés, plus ou moins. Après, il y a beaucoup d'idées qui naissent aussi avec l'échange du moment. Puis après, on passe un bon moment convivial ensemble en mangeant un truc. Et puis, c'est aussi l'occasion de refaire le monde. Et puis, ça donne beaucoup d'idées. Alors, par exemple, la photographe... Et puis encore une chose, pardon, j'ai oublié, c'est très important pour moi, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on est tous des bénévoles, mais ça ne veut pas dire amateurs.
On est plusieurs à être journalistes professionnels maintenant. Et pour ceux qui ne le sont pas, justement, on organise à chacune de ces séances, chaque 3 mois, une formation donnée par un externe. Ça peut être un journaliste, ça peut être un graphiste, ça peut être quelqu'un du marketing. Mais pour vraiment, par exemple, on a eu une excellente formation, comment faire un bon titre, comment faire un bon chapeau, c'est la petite intro après. Et j'y tiens beaucoup. Et moi-même, j'apprends encore avec cette formation. Ouais. Alors, pour ce numéro 100, il y a plusieurs thèmes là-dedans. Moi, je me suis concentré sur deux points. La littérature, je sais que tu aimes beaucoup la littérature. Alors, il y a d'abord, celui que tu nous as soufflé tout à l'heure, il y a la mise en évidence, on va dire, de Laure Mi-Yoon Crozet, qui vient de sortir, comme tu l'as dit, Made in Korea, et dans laquelle, disons, ces mots, disons, ils t'ont touché, puis son style, etc. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, puisque c'est parmi tous les auteurs, tous les auteurs, les écrivains. C'est un écrivain. Qu'est-ce qui t'a touché dans son parcours Oui, j'ai d'abord... je me suis familiarisé avec Laure Mi-Yoon Crozet quand un de mes collègues, justement, l'a rencontré pour Le Regard Libre. On lui avait consacré une très belle couverture aussi, mais là c'était un photographe externe, mais magnifique une. Et donc j'avais lu vraiment comme superviseur du numéro l'entretien, et ce qui m'avait touché dans sa façon de parler de son travail et de son œuvre, c'est qu'elle se considère comme une styliste. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup en Suisse. Donc ça, c'est absolument clair qu'elle est, il y en a quelques-unes, elle est clairement dans ce champ-là. Voilà. Clairement, en plus, elle est d'une amabilité rare, elle est originale aussi, et puis elle a cette ironie qui se dégage de ses lignes, qui me touche. Alors effectivement, dans Popcorn Girl, et puis dans Made in Korea, et puis même dans Le Beau Monde. Ah bah évidemment, là c'est Le Beau Monde c'est une satire. Oui, le Beau Monde, en fait, c'est son œuvre de référence qui n'a peut-être pas marché comme il l'aurait dû parce qu'il était peut-être mal ciblé, mais c'est un livre qu'on recommande à tout le monde et qui, et oui, effectivement, tu peux nous en dire quelques mots. Déjà paru chez Albin Michel, hein, c'est ça. Et puis un mariage qui n'a pas eu lieu. Voilà, c'est ça. Et puis il y a toute une satire du milieu genevois, on va dire, qu'on reconnaît en partie, mais c'est en soi, c'est pas forcément pour ça que c'est intéressant, c'est en soi une œuvre. Elle fait des œuvres. On a des auteurs qui ne font pas d'œuvres, qui écrivent, mais finalement, est-ce que ce sont des récits personnels, des témoignages? Les bons témoignages, c'est des œuvres aussi. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui sont dans l'entre-deux. Et moi, j'aime ceux qui sont dans une démarche claire. Laure Mi-Yoon Crozet fait de la littérature. Et ensuite, justement, elle nous a fait l'amabilité d'écrire des chroniques aussi pour Le Regard Libre pendant 2 ans. Alors, en grand libéral que tu es, j'ai toujours en tête cette idée de se souper avec Philippe Nantermo qui disait que la littérature, ça pouvait commencer par le bottin de téléphone. Alors toi, naturellement, tu vas t'inscrire ailleurs. Il y a une distinction que tu fais entre la littérature, on va dire Flaubert, Laure ou d'autres, et ce qui est plus du témoignage ou de l'écrit simple sans configuration stylistique. Comment tu fais? Qu'est-ce que la littérature finalement? Parce que c'est la question impossible à résoudre. Ouais. Moi j'adore Philippe Nantermo, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Je pense qu'il disait ça aussi de manière ironique parce qu'il a aussi une grande sensibilité artistique. La littérature, c'est un art. Hein. C'est parfois bizarre de voir quand des gens disent la littérature, la musique et les arts, par exemple. Parce que les arts, pour nous, c'est toujours arts picturaux, peinture. Non, non. La littérature, c'est un des arts les principaux, avec la musique, le cinéma. Et c'est une manière pour un artiste de créer une œuvre par les mots et d'emmener son lecteur sur le chemin d'une histoire, peut-être, pas toujours, mais en tout cas d'une expression. La langue, c'est de la communication, mais ça peut aussi être de l'expression. Et les artistes nous le rappellent en permanence. Et c'est important, parce que c'est ce qui nous distingue aussi des animaux. Et alors, ce que je dis, par exemple, pour le dernier livre de Laure, Mi-Yoon Crozet, Made in Korea, il est accessible à tout le monde. Ah oui. Il est accessible à tout le monde et c'est peut-être pour ça qu'il aura un succès. C'est-à-dire, même celui qui a une approche du livre très, on va dire, ponctuelle, occasionnelle, il va plonger dedans et il ne va pas passer beaucoup de temps parce que ça se lit assez bien et on aura une écriture fluide, stylistique et puis précise. Et puis effectivement, sa marque de fabrique, c'est cette ironie retenue. Je dirais ironie retenue, pas l'ironie flamboyante, c'est vraiment l'ironie retenue et elle est derrière son texte, il y a une description
des âmes des uns et des autres. Avec ce personnage assez émouvant finalement. Un personnage d'ailleurs dont on ne connaît même pas le nom, comme souvent dans ces personnages, chez ces personnages. Et voilà, c'est un Français qui a été adopté d'origine coréenne, ce qui fait un point commun avec Lormine Creuset qui était adopté en Suisse, mais très tôt d'ailleurs. Mais au-delà de ce rapprochement, de ce point commun avec l'auteur, on a quelqu'un qui a l'air plutôt d'être obèse, en tout cas il a des problèmes de santé liés à son mode de vie, son alimentation et son addiction aux jeux vidéo, etc. Donc là on n'est pas du tout chez Lormine Creuset, mais en tout cas on a toute une réflexion finalement sur la recherche de soi, le besoin d'altérité finalement pour se retrouver. Alors ça c'est ce qui m'a touché dans ce livre avec ce contact avec cet Irlandais, je crois. Ouais, exactement. Qui était. D'ailleurs on se dit il doit y avoir une suite. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de suite. Elle l'a pas encore prévu, mais ou une adaptation même cinématographique. Enfin ça marcherait du tonnerre. Voilà. Tout à fait. Avec Et alors il y a un truc qui m'a étonné dans ce 100e numéro, si je devais choisir. J'ai eu le plaisir de recevoir par informatique. C'est, on va dire, ta position flamboyante sur un livre, que je n'ai pas lu, que je vais présenter ici parce que c'est un pavé, c'est très très lourd. Je ne sais pas si j'arriverai à... Tu l'as acheté ou bien? Je l'ai acheté à la suite donc je le présente ici. Pourquoi je le présente? Parce que pour notre directeur, le responsable, notre invité, Romain de Bluet, c'est en quelque sorte, on va dire, le génie du XXIe siècle. Ce livre, il ne faudrait pas le manquer. Ouais. Alors, je traduis un peu avec d'autres mots ton coup de cœur, on va dire phénoménal, parce que ce n'est pas qu'un coup de cœur phénoménal sur ce livre-là. Alors, essaye de nous le vendre avec plus de mots que les miens, puisque tu l'as lu. Ouais. Non, Romain de Bluet, donc un auteur vaudois d'une trentaine d'années, qui est établi à Paris depuis quelques années. Il a fait sa thèse à la Sorbonne. En philo, bien. Et il a fait en philo, et puis dans le livre, c'est l'histoire d'un roman qui monte à Paris, mais faire de l'histoire à la Sorbonne. Et ce roman, qui fait plus de 1000 pages, qu'on acquiert d'ailleurs pour une somme assez modique pour dire qu'il fait 1000 pages. 39 francs. Voilà, ça va. 39 francs. On a des petits livres qui sont... Enfin, 1043 pages. Honnêtement, ça m'a pris du temps pour le lire et de l'énergie. Mais je l'ai terminé, donc déjà ça veut dire que c'est un bon livre. On a un récit, mais d'une langue. Alors on est plutôt dans une filiation proustienne, c'est des longues phrases. C'est assez précieux. Il y a tout un lexique ancien. Mais on a en fait l'histoire d'un jeune roman qui va découvrir Paris, en même temps il va découvrir l'amour et il va découvrir la foi. Moi-même, je n'ai pas la foi. Je suis plutôt un anticlérical, on va dire. À la base, mon horizon intellectuel, c'est le radicalisme, voilà, les Lumières, donc c'est pas... Voilà. Voltaire, ouais, exactement. Après, on évolue tous aussi dans nos cheminements intellectuels et le christianisme est une des composantes de la culture dans laquelle on baigne, qu'on le veuille ou non, et ils nous fournissent des grands auteurs. Bernanos, etc. Et d'ailleurs, Romain de Bluet, justement, s'inscrit dans cette littérature-là, catholique, et la façon qu'il a d'orchestrer entre ses personnages des débats d'une haute densité intellectuelle, théologique, philosophique, mais aussi littéraire. Enfin, il faut le lire pour le ressentir, c'est incroyable. Et ça donne vraiment des frissons pour qui aime la littérature ou pour qui aime les débats, la philosophie, toutes les grandes questions existentielles. Et c'est touchant. En tout cas, la manière que tu as eu de le présenter dans le numéro 100 a fait que je me suis précipité. Je me suis dit ça, je vais le lire pour voir. Ah bah, super. Et naturellement que j'ai pris certaines pages. Alors on n'est pas du tout dans le type d'écriture retenu. On n'est pas chez Marguerite Duras, par exemple. On est exactement à l'opposé. On est dans une langue, me semble-t-il, mais je n'ai pas encore acquis, puisque tu as lu les 1043 pages. On est dans une langue jouissive, on va dire. C'est ça, exactement. Mais jouissive, mais avec de la pensée derrière. Ouais, exactement. C'est dommage, si j'avais pris mon exemplaire, j'aurais pu lire des passages que j'ai marqués, mais il y a des passages justement qui remettent en question cet a priori qu'on a sur une religion, sur les religions qui seraient sèches, qui seraient... Voilà. Lui, il a une pratique de la foi, ce personnage,
qui est enflammée, qui est inspirante aussi, même pour ceux qui n'ont pas la foi. Et c'est finalement une histoire d'amour, mais c'est un roman, voilà, un roman total, entier, où tous les personnages sont intéressants, prennent de la place, prennent des dizaines de pages. Et en fait, c'est un roman initiatique. En fait, personnellement, je me suis dit, après t'avoir lu dans ce numéro 100 et avoir acquis ça, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette petite séquence actuellement. Et j'ai eu, quand j'ai lu des mots pour exprimer ça, j'ai fait la connaissance un peu fortuitement, on va dire, d'un livre de Anne Parriot, qui est une actrice, Les Abusés, que je recommande à tout le monde, qui m'a donné le frisson. Je ne l'ai pas encore terminé, mais j'arrive à la fin, le frisson au niveau, disons, vocabulaire, façon de s'exprimer, de la littérature. Et je me suis dit, voilà, une actrice, on peut dire, l'actrice c'est quoi, mais elle a une plume vraiment fantastique. J'ai vraiment envie de vous le recommander. J'ai été à la liseuse acheter 2 livres. C'est L'Inceste, qui est très connu de Christine Angot. Qui a un coup de poing absolument incroyable. Si vous passez les 70 premières pages et vous allez jusqu'à la fin, vous verrez quelque chose d'absolument étonnant. Et puis à l'opposé, on a quelque chose d'autre sur un peu le même sujet, mais traité différemment. Et puis là, je fais un peu de publicité déjà. Je vous recommande d'aller acheter le 13 octobre le livre Ces gens-là. C'est de mon épouse avec une postface de Yves Gaudin absolument remarquable et une préface de Sarah Briguet sur l'inceste et 9 destins incroyables de gens de Suisse romande. Je recommande au regard de le lire parce que je pense qu'il en vaut la peine. Ouais. Maintenant, on va changer complètement de sujet. On va parler argent. C'est-à-dire, on sait que la presse est dans une difficulté, etc. Le regard libre, c'est quand même quelque chose de très abouti. Ah voilà, c'est intéressant. Par hasard, voilà, là vous avez un format, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, du regard libre. Donc c'est quelque chose qui est très soigné, etc. Ça a un certain nombre de pages, hein, c'est 68 pages. 68 pages, donc c'est pas rien, c'est une belle couverture, etc. Comment on peut pas vivre de ça? Non. Impossible. Alors, au niveau coût de production, ça vaut combien un exemplaire comme ça, sorti de l'imprimerie? Parce qu'il est, je crois, 10 francs suisses. Ouais. Donc, c'est finalement très très peu. Et on se rend compte que si on est dans les kiosques, ils prennent à peu près... ils prennent presque 60% maintenant. Ok. 57%. Les distributeurs. Les distributeurs, donc c'est impossible à financer. Et comment on s'en sort finalement? Bon, on n'est pas en kiosque justement. Hein? On a fait 2 tentatives en kiosque, c'est impossible de parce qu'il y a très peu de publicité. Hein. Il y a non, mais c'est très simple, je vais t'expliquer le modèle. On est bénévole, c'est pour ça que ça marche. On n'a pas de salaire à financer, on doit financer le produit. Alors comment on le finance? Avec les abonnements. Donc abonnez-vous, voilà. Vous allez sur le site, on rappelle le nom du site. www.leregardlibre.com. Voilà. Et là, c'est très facile à s'abonner et franchement, ça vaut le coup. On a la version papier, on a aussi une version numérique. Voilà. Et puis on peut choisir l'option soutien, c'est non seulement pour nous soutenir avec 50 francs en plus, mais aussi pour avoir des invitations personnelles à des événements, on reçoit aussi des livres partenaires, etc. Donc c'est aussi une aventure intellectuelle qu'on aimerait associative. C'est une association, le Regard Libre, c'est pas une entreprise, donc ça permet aussi d'avoir des procédures simplifiées. Aussi cette culture suisse, justement, de l'association, le pays au monde avec le plus d'associations par habitant. C'est pas rien, ça témoigne aussi d'une culture de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat pas requin, l'entrepreneuriat qui a du sens. Voilà, c'est mon bébé, il tient, il progresse, donc le tirage a toujours été adapté au nombre d'abonnements, on a toujours tiré à un peu plus que le nombre d'abonnements et de vente, et de mise en vente à Payot, mais finalement on ne prend jamais trop de risques, et pour des grands investissements, on fait des demandes de soutien, comme le font d'innombrables associations, des fondations, parfois des mécènes, mais ça reste des sommes vraiment très modiques, mais les petits rues font les grandes rivières. Et puis alors, l'idée qu'il y aurait de changer le look du regard libre... On va pas le changer, on va faire un lifting. D'accord. Ouais, on va vraiment préciser les choses, enlever tout ce qui est des maladresses d'amateurs, et on aura un graphiste pro qui va nous aider à finaliser ça pour les 10 ans en janvier, parce que le numéro 100 en fait il sort le 13 octobre
Et puis, c'est vendredi 13. Vendredi 13, c'est comme ces gens-là, à propos. Hein. Ah bah oui, voilà, exactement. Et les 10 ans seront en janvier, donc il y aura une grande réception pour nos abonnés. Donc si vous voulez venir à la réception, abonnez-vous. Et puis lors de cette réception, on va présenter plusieurs choses, dont la nouvelle maquette. D'accord, ok. Et le projet, parce que 10 ans, c'est pas rien. Hein. Ceux qui tiennent, c'est comme l'index, c'est pas rien. Ça veut dire que vous vous êtes inscrits, vous tous, dans une durée. Hein. On peut dire ça déjà maintenant. Quand vous vous projetez à 10 ans, le regard libre existera toujours. D'ailleurs, moi je garderai le même titre, il faut assumer son... le débat, en fait, j'ai fait mine qu'il y avait un débat, mais je l'ai déjà réglé le débat, je ne veux pas changer. Ah d'accord, ça va bien. Non, et puis le titre, il est magnifique, hein. Il y a ces trois, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assumé, etc. Alors maintenant, j'ai lu plusieurs de ces livres. Ils sont quand même en opposition, j'ai envie de dire, avec ton activité professionnelle actuelle. Tu peux expliquer ce que tu fais en opposition. Qu'est-ce qui est en opposition avec quoi? L'AGFI, hein, parce que tu travailles pour l'AGFI, on va dire. Depuis un an. C'est pas du tout ça. Hein, non, mais c'est pas en opposition, c'est complémentaire. C'est complémentaire au sens où mon job, c'est l'AGFI, donc j'y travaille à 80%, donc 4 jours par semaine. Je suis correspondant au Palais fédéral. Je m'occupe de la page politique de ce journal de référence en Suisse romande pour l'économie, mais aussi justement la politique, dans une approche favorable au libre marché. Je m'inscris totalement dans cette ligne. On va parler un peu après de politique, naturellement. Oui, alors, je pouvais pas politique économique, ça c'est clairement ma ligne. Donc vraiment, j'y apprends beaucoup et je m'y sens bien. Et c'est un plaisir de travailler pour ce titre depuis un an maintenant. Et j'ai toujours mené le regard libre en parallèle de mes activités rémunérées, parce que j'en ai besoin aussi à titre purement égoïste pour survivre intellectuellement. Ça me nourrit, et c'est mon objet, j'y tiens, c'est un objet collectif qui permet aussi des rencontres, c'est vraiment quelque chose de formidable. Non, il n'y a aucune opposition, au contraire, et je pense que l'un porte l'autre. Je pense que d'avoir un regard plus large que l'actualité politique et économique via la culture, ça permet d'être peut-être un peu plus original dans l'approche journalistique. J'ai pris le café ce matin avec quelqu'un de ta génération, là, et il m'a dit, moi j'aurais une question à poser aux politiciens qui sont maintenant en campagne. C'est tout ce que vous dites à tous les politiciens, toutes catégories confondues. Il a dit à chacun d'entre eux, j'aimerais leur poser cette question-là. Tout ce que vous dites pendant la campagne, est-ce que vous y croyez et est-ce que vous allez vraiment faire quelque chose, ou bien c'est le discours de campagne qui est obligatoire, en quelque sorte, un espèce de théâtre politique nécessaire ou non? Oui, alors, il a raison. Il a raison. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de promesses en l'air. On le voit encore actuellement avec la hausse des primes maladie. Je veux dire, on a un système à bout de souffle. Ça fait 15 ans qu'on a les mêmes constats, presque. La LAMA, elle date de 99, presque depuis son début. On voit que cette loi fonctionne pas trop. Et il y a les mêmes éléments de langage. Il est temps d'agir. Il faut faire baisser les coûts parce que les primes sont le reflet des coûts, évidemment. Mais il y a plein de leviers. J'ai signé avec une collègue de l'AGFI un article, justement, on est vendredi, cette semaine, sur 4 leviers politiques qui sont déjà en partie actionnés, mais pas jusqu'au bout, qui traînent depuis 15-20 ans pour faire baisser les coûts de la santé. Il y a quelques remèdes que tout le monde sait marcher et qu'on n'applique pas. Mais il y a aussi besoin de nouveaux modèles économiques dans la santé. Et justement, c'est intéressant de voir que c'est le marché qui les propose plutôt que la politique. Les politiciens, ils parlent beaucoup, mais parfois, quand il s'agit d'agir, ils sont, pour certains, gangrénés par les lobbies, ou alors, ils sont dans une démarche idéologique, ils sont gangrénés par eux-mêmes. Donc, c'est un peu difficile. Benjamin Roduit, qui est de Parti du Centre, il était à ta place tout récemment, et il disait la chose suivante, il disait, mais il n'y a pas de solution toute faite. C'est des mécanismes qui s'imbriquent comme ça, et on ne peut que agir dans des modifications lentes qui s'inscrivent dans le système suisse aussi, et on progresse finalement à petits pas. On ne peut pas donner des solutions toutes faites. C'est quoi Je sais que c'est un domaine qui te tient à cœur. Comment tu vois ça? Parce que aujourd'hui, on est à 8,6% Valais d'augmentation, dans certains cantons encore plus. On ne voit pas comment ça s'arrête. D'un autre côté, on apprend aujourd'hui par les journaux que les hôpitaux
sont en déficit, enfin, ont une situation financière difficile, et d'un autre côté, certains hôpitaux. Et d'un autre côté, on a, oui, mais publics, des hôpitaux publics, des hôpitaux publics. Et oui, et d'un autre côté, on a des cliniques privées qui se portent très très bien, et on a ce système-là. Et je pense que l'homme de la rue, comme moi, il n'y comprend plus rien, et que si vraiment on allait à l'intérieur du système d'écoute, à l'intérieur du système des primes, etc., on verrait des choses qui nous stupéfieraient. Et donc, on se dit que les gens qui sont en responsabilité, là, sont peut-être en attente conservatrice inexplicable. Oui, Alain Berset, le plus grand conservateur que je connaisse, quand il arrive et puis qu'il paraît satisfait de son action, alors que les coûts n'ont cessé d'augmenter et qu'il n'a pas réussi à faire passer de grandes mesures au Parlement, quelques mesurettes, mais enfin c'est un bilan plutôt mauvais, je veux dire. Et presque heureux au 19h30 d'annoncer qu'il avait réussi à maintenir le catalogue de prestations, etc. Oui, ok, mais oui, on est dans une situation intenable. Oui, mais par exemple, quand Philippe Nantermont il propose son tableau et ses solutions, etc., on se dit aussi que ça ne sera pas réalisable. Bah, chaque parti arrive avec une recette miracle qui, en effet, est un peu trop belle pour être vraie. Ouais. Que ce soit l'assurance low cost du PLR, la caisse unique aussi, on sait qu'il y a seulement 5% des coûts de la santé en Suisse qui sont dus à l'administration. Donc même avec une caisse unique, c'est pas dit que ce soit plus efficace. Et puis alors même si c'est plus efficace, c'est 5% qui diminuerait, c'est pas grand chose. Non, le centre propose une initiative de frein au coût qui est très mystérieuse parce qu'il s'agit simplement de dire que si les primes dépassent un certain niveau, les acteurs doivent prendre des mesures. On ne sait toujours pas lesquelles. Les socialistes veulent lier aussi, certains socialistes, les primes aux revenus. Si c'est le cas, on aurait un taux d'imposition en Suisse qui serait parmi les plus hauts de l'OCDE. Donc on voit que chaque parti a des solutions très très idéologiques. Et moi je ne pense pas que c'est au niveau de la politique que ça va se régler. Je pense que ce sera via l'innovation humaine. Hier, je parlais avec quelqu'un qui connaît assez bien le milieu médical, qu'une des fausses routes de la Suisse a été prise par un radical que tu apprécies, Pascal Couchepin, à savoir une sorte de numerus clausus qui ne dit pas son nom, qui fait que maintenant on est en quelque sorte envahi de prestataires de services qui viennent de l'extérieur, et notamment au niveau des généralistes. Ouais. On se rend compte que... Alors, il y a une question qui est sous-jacente, parce que naturellement que Benjamin Roduit et d'autres disent on ne veut pas baisser le niveau de qualité des soins. Ouais. Mais en réalité, est-ce qu'à un moment donné, comme par exemple des caisses comme la Chrétienne Sociale, etc., ils se disent, voilà, on a une sorte de médecin de famille qui peut répartir, etc., et que finalement, il faudrait une multiplication de bons généralistes, qui ne sont peut-être pas des phénomènes, mais qui, sur l'ensemble, distribueraient une sorte de santé adéquate, et que finalement, qu'on le veuille ou non, il y a peut-être certains soins médicaux, notamment en fin de vie, puisqu'on sait que les 2 dernières années, c'est les plus chers, qui ne devront pas être dispensés de cette manière-là. Donc une sorte d'acceptation peut-être d'une mort plus rapide. Ça ne doit pas être un tabou, mais effectivement, le modèle du médecin de famille, c'est le modèle qui fait baisser les coûts et puis qui fait le plus de sens au niveau de la prise en charge du patient. Mais ce qu'il faut aussi, c'est justement une coordination entre les différents acteurs. Il ne faut plus qu'ils se fassent la guerre pour savoir qui finance quoi. C'est pour ça que c'est intéressant quand, dans le cadre de soins coordonnés, le pharmacien, le médecin qui s'occupe du patient, l'assureur partagent le même dossier et n'ont pas intérêt à se faire la guerre puisque l'assuré paye un forfait et puis pour sa prime qui est sous forme de forfait, il paye la prise en charge finalement de sa santé. S'il y a des coûts en plus, c'est le réseau de soins qui prend. Donc là, il y a un incitatif économique, c'est pour ça que je reviens à la question économique finalement, qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il doit être au cœur de la santé, du système de santé, c'est le patient, tout simplement. Et actuellement, c'est plutôt l'acte médical. Quand j'étais à l'université en sciences économiques et commerciales, il y avait le départ de ce qu'on appelle les budgets à base zéro. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des budgets qui soient, on va dire, un copier-coller l'année précédente avec des petites adaptations, on devrait chaque fois se poser des questions, en tout cas sur des budgets de 4 ans, recommencer en quelque sorte à zéro, c'est ça que ça veut dire, recommencer à zéro. Alors le budget de la santé aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être 8% du PIB. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas cette question à poser à la population, c'est de se dire, ok, on voit maintenant qu'il faut aller vers une augmentation des dépenses militaires, même des gens de gauche qui ont voté
pour des restrictions budgétaires, ils changent un peu leur avis, etc. Et que finalement, on doit se dire, ben voilà, pour la santé, on doit peut-être augmenter à 10%, mais pas aller plus loin, ou bien descendre à 6%, j'en sais rien, par rapport à tous les autres enjeux. Et que finalement, ce gâteau qu'on doit partager, eh bien, c'est la responsabilité de nos politiques de dire, eh bien voilà, dans la santé, on met tant, etc. Est-ce que c'est pas une direction qu'à un moment donné, on doit prendre? En tout cas, que la population soit consciente que c'est un gâteau de 80 milliards de francs, c'est important. Mais je pense que la population tient la qualité des soins qu'on a en Suisse. Si on se compare quand même entre pays. Mais peut-être à cette population-là, il faut dire d'accord. Parce que moi aussi, toi aussi, on est tous d'accord. Je suis le premier ici pour savoir que cette qualité des soins fait que des personnes vivent plus longtemps, etc. Mais est-ce que la population, elle doit se rendre compte que peut-être, alors, il y a tel ou tel domaine où il va falloir faire des choix un peu différents. Mais je pense... Dans le génie civil, je ne sais pas. Non, c'est des choix de société, des choix politiques. Finalement, la politique budgétaire de la Confédération, elle touche à toute la politique, parce que les choix financiers orientent aussi des choix thématiques, des choix de société. Mais aussi, la dernière chose que j'aimerais dire sur la santé, parce qu'après, on ne va pas faire, je pense, toute l'émission sur la santé, c'est un appel à la responsabilité de chacun. Non seulement les assureurs, les prestataires de soins, la Confédération, donc à niveau exécutif, mais aussi le Parlement qui traîne, qui ne sait pas où il va, mais aussi le patient. Et donc, se demander si on doit vraiment aller chez le médecin pour un... Alors, ce qu'il y a de très très intéressant dans cette revue, c'est naturellement le multifacette. Alors, je sais que l'aspect culture, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et comment tu l'as inscrit sur la durée? Quelle est l'importance que ça a pris, que ça a développé dans le regard libre? Ce qui est important chez nous, c'est oui, ok, la culture, mais tu vas me dire, beaucoup parlent de culture, mais c'est dans son dialogue avec le débat d'idées. Et ce qui m'intéresse, c'est l'interdisciplinarité, pour utiliser un gros mot, mais c'est en gros l'humanisme de la Renaissance où on est curieux. Et je pense que si on a une démarche médiatique au sens large, il faut être curieux, c'est un prérequis. Et cette curiosité est une valeur aussi, une valeur intellectuelle, culturelle, politique aussi. La curiosité, c'est aussi le débat, justement. Alors dans la culture, qui est important pour le regard libre, ces 10 ans-là, tu as découvert des choses nouvelles. C'est laquelle qui te vient à l'esprit maintenant en disant, si je n'avais pas fait ce regard libre, je ne serais pas tombé sur ce thème, etc. Oui, j'apprends tous les jours, tous les mois, mais oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant? En peinture? En peinture, est-ce que je serais allé aussi souvent voir des expositions encore, j'y vais pas souvent, mais par exemple, je me suis intéressé à Cézanne, à la Fondation Gianada. Ça m'a permis de creuser, comme je l'aurais peut-être pas fait si je devais pas écrire dessus ensuite, évidemment. Et donc, de voir, par exemple, je m'étais intéressé à la mélancolie chez Cézanne, c'est fascinant. L'aspect philosophie aussi, c'est assez important, hein. Tu l'as mis en début d'entretien. Alors, parmi tous ces thèmes-là, lequel t'a marqué, disons, dans les développements de l'écrit de regard libre? Depuis le début, on porte les valeurs de liberté d'expression et de pluralisme, et on n'aurait pas pensé en 2014, je pense. Moi, je peux le dire. On n'aurait pas pensé qu'elle serait autant en danger maintenant. Les débats se sont crispés, l'intolérance est montée dans certains milieux, les universités, les médias, et c'est pas forcément que à l'extrême gauche ou comme ça, hein, aussi à droite. Il y a un manque de curiosité et puis une espèce d'orgueil de dire... D'intolérance? D'intolérance intellectuelle. C'est ce qu'on appelle parfois la bien-pensance, mais évidemment, elle existe. Elle est très très importante. Et ceux qui balayent d'un revers de main cette critique en disant oui, bon, c'est des groupes minoritaires qui sont intolérants, ne voient pas que certains de ces groupes ont un pouvoir immense sur les professeurs de demain, sur les artistes de demain, sur le monde politique de demain. Et vraiment, je le dis, c'est dans tous les partis un thème. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand l'UDC a critiqué le wokisme pendant la campagne, et puis après, à une conférence de presse, Marco Chiesa, président, refusait de répondre à une question d'un journaliste parce qu'il ne partageait pas ses opinions.
du jamais vu à Berne. C'est ce que m'ont dit mes confrères les journalistes parlementaires. Donc tout le monde doit se regarder en face, est-ce que vraiment suis-je tolérant? Et la tolérance, c'est pas forcément facile, c'est de se dire peut-être qu'en fait on a tort, peut-être qu'on doit réformer son jugement, peut-être d'ailleurs qu'on va rester sur son jugement, mais qu'on accepte au moins celui d'autrui. Et c'est tellement basique, mais c'est tellement important. Alors là, j'ai présenté de Jean-Baptiste Noé cette phrase, l'universalisme est en échec. Ouais. On est un peu dans ce que tu décris là. Hein. Alors là, ouais, Jean-Baptiste Noé parlait plutôt de l'universalisme au sens d'intervenir à l'étranger dans des guerres, etc. Mais je pense qu'il est aussi en échec, effectivement, ça permet le lien avec notre thème, parce que dans le cas du wokisme, sur lequel je travaille beaucoup, parce que je prépare un livre à ce sujet, ce sera mon premier. Quand j'entends ce gros mot, j'ai envie de dire, on parle de quoi? Parce alors, je ne parle plus français, c'est comme l'islamophobie ou des termes comme ça, je ne comprends plus, je ne sais plus dans quel registre on est. Bon, on va faire simplement. Voilà. Le wokisme, c'est quoi? C'est la conscience d'injustice faite à des minorités, mais qui sont conçues comme des communautés. Donc en fait, tout le raisonnement se base sur les appartenances identitaires communautaires des gens. Exemple, quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que dit une politicienne qui s'avère être africaine, c'est parce qu'il est raciste. C'est-à-dire qu'on analyse tout énoncé, toute œuvre aussi, à l'aune des déterminismes ethniques, sexuels, que sais-je, de santé, handicapés, etc., des gens. Je veux dire, mais quand on parle de politique, c'est les idées qui s'affrontent, c'est pas des couleurs de peau ou quoi. Donc en fait, on est au nom de la lutte contre le racisme, contre la colonisation, au nom de la décolonisation, on en arrive à des espèces de signes d'égalité vraiment totale entre ce qu'on combat, le racisme, et puis une forme de racialisme qui est l'antiracisme devenu fou qu'on voit ici et là. Je veux dire, c'est aberrant. Alors que la démarche universaliste, c'est de dire qu'on partage tous, en tant qu'être humain, au nom de notre condition, des droits, une liberté d'expression, mais aussi justement le droit de propriété, le droit d'entreprendre, le droit, et puis aussi le devoir peut-être. On n'insiste pas sur les devoirs, justement de responsabilité, le devoir d'attention aux autres, d'aide aux plus faibles. Quel que soit finalement notre conditionnement. Et l'universalisme, c'est de croire qu'on peut convaincre n'importe qui, n'importe quand. C'est les valeurs qui comptent, c'est pas ce sur quoi on n'a aucune prise. Maintenant, on peut changer même de couleur de peau, mais... Bon. Donc, le regard libre s'inscrit dans la presse, naturellement, et c'est l'un des champs sociaux qui a, on va dire, je ne sais pas si le mot il est adéquat, dérivé, mais en tout cas, qui a eu un changement incroyable, qui s'est encore matérialisé tout à fait récemment avec les désemplois, les licenciements chez Tamedia, etc. Le métier de journaliste entre 2000 et maintenant a complètement changé, etc. Et effectivement, la liberté d'expression a été atteinte. Ces réseaux sociaux qui devaient l'ouvrir semblent l'avoir refermé, etc. C'est quoi ton regard sur la presse de demain? Est-ce que le regard libre existera encore sous forme papier dans 10 ans? Ou bien on voit dans les grands magazines américains, français, où on se concentre presque sur le numérique qui a une importance considérable, alors que ma génération, peut-être plus que la tienne, se dit quand on a ça dans les mains, on se dit on a quelque chose, on a un bel objet, on a envie de le mettre dans la bibliothèque et pas de le déchirer et de le mettre à la poubelle après une lecture. Non, c'est vrai, on a envie d'en faire sa collection en quelque sorte. Bon, ça dépendra des abonnés, ça dépendra de notre public. S'ils veulent encore du papier, on fera du papier. C'est simple que ça. Mais moi j'y tiens, évidemment. Moi j'y tiens et même si on n'a pas de public, il y aura toujours quelques personnes qui seront intéressantes, on publiera confidentiellement. Mais ton regard sur l'évolution du métier de journaliste, parce que tu as traversé ces 10 ans, ces 10 ans c'est quand même remarquable dans le sens, on doit remarquer qu'il y a eu une sorte de changement de paradigme presque. Après je suis au début de ma carrière, ça fait que 3 ans que je suis journaliste. Oui d'accord, mais je l'observe effectivement depuis 10 ans. Tu es un lecteur depuis longtemps, je pense, bien avant ça. J'ai toujours adoré lire la presse. Et je pense que le papier, évidemment, c'est en chute libre. Moi je parlais du métier de journaliste, la fonction. Mais bien, parce que le papier, on en parlait avant, à mon avis, a un avenir justement dans les périodiques mensuels, voire hebdomadaires,
Voilà. Plus dans le quotidien. Plus dans le quotidien. Moi, je pense que les quotidiens vont devenir numériques à terme, à part quelques-uns. Le billet hebdomadaire peut rester papier aussi, dans certains cas, à mon avis. Mais je le vois, nous, on a de plus en plus quand même de lecteurs papier, même si l'augmentation est moins rapide que celle du numérique. Le ratio est clairement du côté du numérique. On a beaucoup plus de lecteurs en ligne. Mais le papier, c'est une niche, c'est des personnes qui veulent avoir un objet chez eux, c'est comme ceux qui aiment avoir un vinyle. J'entends, c'est quelque chose qui apporte, c'est une plus-value par rapport au simple contenu qu'on trouve sur le web. Je pense que les deux vont ensemble. Et ce qui concerne la pratique journalistique, justement, c'est en lien. Les formats périodiques type mensuel permettent une autre approche de l'actualité. On est inactuel au sens où on ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé hier au Conseil fédéral, et encore que, mais le temps de préparer le numéro, de l'imprimer, nous oblige à nous intéresser à des questions plus transversales. Et finalement, s'intéresser à des questions permanentes ou qui reviennent, c'est aussi une forme d'actualité, parce que les questions permanentes, elles sont par définition toujours actuelles. Et donc, cette complémentarité-là, on en a besoin. Je serais très triste, et ça n'arrivera pas parce que les gens ne sont pas idiots, ils veulent les deux. Ça n'arrivera pas qu'on ait seulement des journaux en ligne, type 20 minutes, etc., où on est sur l'actualité, le fait divers, etc. Sans aucun mépris d'ailleurs pour ce qu'ils font, mais il faut de tout. Et je pense qu'il y a aussi des rythmes dans la vie. On a besoin de prendre du recul parfois, et on essaye de donner ça. Donner cette possibilité de recul à travers le regard libre. Il y a aussi un adversaire ou un allié, on va en parler tout à l'heure, que le regard libre ne peut pas méconnaître, qui semble arriver sur le marché d'une manière incroyable. Qui ça? ChatGPT. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que naturellement on dit ChatGPT c'est facile pour créer 20 minutes, etc. Mais en réalité on pourrait créer le regard libre, ou faire croire qu'il y aurait un regard libre avec ChatGPT. Quel est est-ce que tu l'as expérimenté? Oui. Est-ce que tu t'es forgé une petite conviction débutante ou bien pas? J'aime bien ChatGPT. Il ne peut pas faire le regard libre. On a testé, d'ailleurs, on l'a publié il y a quelques numéros. Excusez-moi si je ne retrouve pas le numéro, mais c'était il y a quelques mois. Le dossier sur l'école, voilà, la une sur l'école. Et il y avait deux articles qu'on a fait écrire à ChatGPT en quelques secondes. Un qui devait défendre l'idée que le niveau baissait dans les écoles en Suisse romande depuis quelques années, et un autre qui disait le contraire. Et il l'a fait en un claquement de doigts. Voilà, 7 secondes, on a tout. Exactement. Ça tient la route, c'est voilà. des phrases qui tiennent la route. Voilà. C'est embêtant à mourir parce que c'est très sec. Il n'y a pas un style littéraire accru, mais ça se développe très vite, tous ces logiciels. Donc effectivement, un danger, non, moi j'y vois une opportunité, c'est comme tout, la technique c'est un outil, il faut bien l'utiliser. ChatGPT, moi je l'utilise personnellement parfois pour des résumés de rapports que j'ai pas le temps de lire en détail, juste pour avoir l'idée de base, puis après je vais fouiller dans les détails, pour m'aider à la rédaction de mails qui sont... Donc ça veut dire que tu mets à disposition de ChatGPT un PDF assez long et tu lui demandes de recracher un texte, exactement. Voilà. Et puis aussi pour me prémâcher le travail, si je dois faire des mails un peu formels, où le style n'est pas très important, puis après on retouche un petit peu et puis ça permet de gagner du temps. C'est comme tous ces logiciels phénoménaux qui nous permettent, et c'est un gain pour nous de temps mais incroyable, de retranscrire un audio en texte. Quand on fait une interview d'1 heure et qu'on enregistre, ça peut être un gain de temps fou de mettre ça dans le système et puis d'avoir déjà le texte sous les yeux, puis après on reprécise. Dans certains cas, ça peut être bien, mais je ne vais pas publier une interview d'un auteur avec ça. Par contre, si c'est juste pour des phrases de contexte, je n'ai pas le temps de me retaper tout l'audio d'1 heure et de prendre des notes. Mais n'empêche qu'il y a peut-être quelques milliers d'exemplaires déjà maintenant sur Amazon de livres qui sont écrits uniquement en mode automatique. Et j'ai envie de dire, naturellement que ce n'est pas la masse aujourd'hui, mais le lecteur qui cherche un sujet pourrait tomber aujourd'hui sur, je vois un film de Renoir, disons, quelque chose sur Renoir qui aurait été écrit uniquement par ChatGPT, sans l'âme humaine en quelque sorte. Parce que ça, c'est quand même pas un danger incroyable, une sorte de diminution de notre potentiel d'être humain. Si, mais c'est déjà intervenu avant, à chaque innovation où il y a un risque de confusion et de mensonge. Si on prend le cas de la photographie, qui est aussi
une partie du métier de journaliste, il y a des photographes dans notre famille de métiers. Leur rôle est très important. Quand Photoshop est né, on pouvait aussi déjà finalement faire croire que telle personne avait les yeux bleus alors qu'elle avait les yeux bruns. Donc, on sait reconnaître les œuvres avec de la pédagogie. Donc l'importance de la culture, de la pédagogie, de la part des profs, mais des artistes, des familles, c'est toujours important et peut-être de plus en plus parce qu'on a une innovation technologique folle. Donc il faut savoir reconnaître le travail bien fait, dénouer voilà, repérer les simulacres et puis les entourloupes. Dans le domaine de l'info, c'est encore plus grave, mais après, voilà, c'est l'aspect des sources. À qui on se fie, pour quelles raisons, et puis il faut toujours s'abreuver partout. Et finalement, parfois, il faut livrer sa confiance à des personnes qu'on estime de confiance. Voilà, c'est ça. Il y a Getty Images, qui est, on va dire, la bande image au monde la plus conséquente, qui vient d'introduire, je crois, une sorte de possibilité pour des abonnés, etc., de créer de nouvelles images à partir du flot d'images déjà concurrencées selon les informations qu'on transmet à l'ensemble de la bande image. Ce qui pose des problèmes de droit d'auteur, comme dans les cris, etc., presque insurmontable d'une certaine façon, puisque ça va devenir de plus en plus difficile de distinguer dans les pixels l'image qui aurait été créée à partir de la photographe qui a pris ce portrait de Tesson. Comment on va s'en sortir? Je ne sais pas. Moi, heureusement que je ne suis pas photographe parce que ce serait difficile. Mais dans l'écrit, j'ai envie de dire, moi je ne suis pas un fan de science-fiction, mais je crois qu'il y a un livre de science-fiction de 1953, donc bien avant tout ce dont on parle, où un auteur avait imaginé justement des créations de livres qui étaient faits par une bande informatique. Et la fin du livre, d'après ce qu'on m'a dit, que je n'ai pas lu, mais la fin du livre, c'est que les auteurs reconnus de l'époque avaient tous accepté de mettre leur nom au fond d'un texte dont ils n'avaient pas écrit une seule virgule. Donc c'est assez affolant parce que quand on la remet dans notre système actuel en 2023, on se dit que ça pourrait exister. C'est vrai, mais pour l'instant, moi, ce que je lis de ChatGPT, même les dernières versions, ça reste plutôt mauvais hein, en termes de style. Dieu sait reconnaître les siens. D'accord, mais les scénaristes américains, qui sont peut-être parmi les meilleurs au monde, ils ont tous fait... les actuels, est-ce que c'est vraiment les meilleurs au monde? Non, enfin bon... Justement pas. mais toujours est-il... Ça, c'est une question de goût. Oui, voilà, je sais pas, je sais pas, mais disons dans les polars noirs, peut-être que... je sais pas, disons. Mais disons que ces scénaristes-là sont crus... Ils sont en phase d'opposition en se disant on risque notre job là-dessus. Donc c'est pas simplement dans le visuel, etc. Bien sûr. Mais la vie c'est risqué, tous les jobs ont toujours été risqués, il y a des jobs qui ont disparu, d'autres qui apparaissent. Donc ce qui est important c'est d'expérimenter cet outil qui donne beaucoup de possibilités, aussi beaucoup de dangers, et c'est important de le dire et tu as raison, mais c'est en expérimentant qu'on verra ses limites, qu'on verra ses forces, ses faiblesses, qu'on pourra l'encadrer. Mais il ne faut surtout pas se précipiter avec des lois qui nous interdiraient d'utiliser. Alors ça c'est encore autre chose. Voilà. Mais disons, dans le métier par exemple qui est le mien, il y a une évolution entre la première version de ChatGPT et maintenant, c'est que les résultats aux examens américains d'avocats au barreau, c'est dans le 10% inférieur, et maintenant c'est dans le 10% inférieur. Donc on a une machine, c'est comme aux échecs finalement. Aux échecs, je crois que les meilleures machines actuellement battent les meilleurs joueurs du monde. Donc les tricheries, le plagiat et tout ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit mettre. Donc toi, tu as été un libéral, mais tu te rends bien compte que s'il y a une thèse doctorat qui est présentée à l'université de Neuchâtel et dont on pourrait sourcer la fausseté par des systèmes informatiques, je pense que tu serais le premier en accord de le faire. Bien sûr, parce qu'il y a la question du mérite. Donc ça nécessiterait aussi une sorte de réglementation. Oui, mais pas forcément étatique, c'est là que je voulais dire, c'est là mon point. La réglementation, elle doit être plus proche de la réalité, donc elle doit toujours être adaptée à ce dont on parle. Là, on parle d'examen d'université, donc c'est aux universités d'avoir leur propre réglementation de ces choses. Avec des impacts publics, par exemple en médecine. Oui, voir chaque université qui a ses propres réglementations, et puis comme ça, il y a une concurrence des mesures qui sont prises, comme le fédéralisme qu'on connaît en Suisse, qui permet de voir les faiblesses et les forces de chaque disposition. Moi, je suis convaincu qu'à de rares exceptions près, la concurrence, mine de rien, concurrence des idées, des pratiques,
un gage de qualité à long terme. Donc je pense que pour un libéral, c'est une bonne conclusion. Jonas Follonier, merci pour ce... Et vive la concurrence, on fait un index et le regarde. Merci.